Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Émitel. Bonjour Corentin. Alors nous sommes ravis de vous accueillir, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes cofondateur du collectif Peuple Livre. Je cite 3 de vos ouvrages, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées, La chute de Prométhée aux éditions Perspectives Libres. Aujourd'hui on va parler d'un livre qui n'est pas de vous, mais que vous avez traduit, La société industrielle et son avenir de Théodore Kaczynski aux éditions du Verbe-Haut. Alors c'est drôle, donc le Verbe-Haut c'est tout de même une maison d'édition qu'on connaît, portée par Sylvain Durin, qui porte, je cite, ses convictions et ses combats de manière de hauteur. Et vous traduisez ce livre, écrit il y a plus de 30 ans, un livre d'actualité, un livre pédagogique. Alors comment est venue cette volonté de traduire ce livre, que vous avez traduit d'ailleurs pendant vos vacances, on va le dire. Oui, alors qu'il n'en était plus du coup, mais voilà. Un livre un peu spécial que j'ai découvert dans le sud de la France au printemps dernier, et je me suis dit bon sang, il faut le faire connaître auprès du public français. Alors il y avait eu des traductions antérieures mais qui étaient restées assez confidentielles et qui par certains aspects je trouve ne reflétaient pas parfaitement la pensée de Kaczynski et cette œuvre. Et puis l'idée a fait son chemin, j'ai eu d'autres actualités, etc. Et je me retrouve au mois de juin à discuter à une terrasse de café avec Sylvain Durin, justement. Votre éditeur, mon éditeur. Notamment votre livre que je n'ai pas cité. Oui, on avait publié le Vieux Témoin, un roman au printemps dernier. Et on devait faire une dédicace ensemble. Et je lui dis quand même, Sylvain, il y a quelque chose à faire, quoi. C'est tellement actuel, il y a tellement de sujets qui se rapportent à la théorie de Kaczynski qu'on doit le remettre au goût du jour. Et bon, c'est un ouvrage, on en parlera, qui est un petit peu particulier. Il y réfléchit, il me donne un accord de principe. Et puis, quelques heures passent, il rentre chez lui dans l'Est de la France. Il m'écrit, je crois qu'il était 20h38, il me dit « Écoute Rémi, banco, on la réédite, cette société industrielle et son avenir de Théodore Kaczynski. » Et 20h40, il m'envoie un message, il me dit « Il vient de mourir. » Et en fait, on venait d'apprendre à 7 minutes, à cet instant-là, la mort de Kaczynski dans une prison de Caroline du Nord. Et ce qui était une idée, en réalité, s'est transformé en devoir et même en sacerdoce tout un été. C'est le produit quand même de quasiment 350 heures de travail pour retraduire l'ouvrage. Kaczynski était un immense philosophe, un écrivain, ça c'est un peu moins certain. Et donc il a fallu rendre digeste quelque chose qui était présenté de façon parfois un peu indigeste. Ça a été un travail absolument considérable, mais je pense qu'il s'agit d'une œuvre utile parce que, et je le dis donc avec d'autant plus de facilité que je n'en suis pas l'auteur, mais seulement l'un des traducteurs français, je crois que c'est l'un des ouvrages, c'est l'ouvrage le plus important pour comprendre le monde actuel et le changer surtout. Et je le redis, c'est un livre, donc La société industrielle et son avenir, qui a été écrit il y a 30 ans. Quand vous le lisez, vous avez l'impression qu'il a été écrit. Donc en tout cas, il parle de sujets d'actualité, donc évidemment sans les citer. On va évidemment nous en parler. Je voulais revenir sur ce personnage incroyable de ce livre, Théodore Kaczynski, qui a tout de même, donc on va le dire, été un terroriste pendant un moment. C'est-à-dire qu'il a commis des actes de terrorisme. Oui, il est connu sous un autre nom, qui est celui d'Unai Bomber. Unai pour Unanimous et Bomber parce qu'il envoyait des colis piégés. Théodore Kaczynski a fait l'objet de la plus longue et de la plus coûteuse traque de la part des autorités fédérales américaines. Pendant 20 ans, il a semé la terreur aux États-Unis en faisant parvenir à des gens qui l'accusaient de promouvoir la société industrielle et technologique en leur faisant parvenir des colis piégés. Il a fait couler le sang, Théodore Kaczynski. J'en parle dans l'introduction de l'ouvrage. Je crois que la violence politique n'est pas forcément disqualifiante en soi. On pourra y revenir, mais que dans le cas vraiment d'espèce de Théodore Kaczynski, il y a quelque chose d'un petit peu raté, d'un petit peu erratique, et qui sans doute a trop longtemps mis en fait derrière le rideau ces idées, la logique en fait qu'il avait trouvée, puisque ce bouquin-là, c'est le bouquin qui découvre d'une certaine façon le principe actif et explicatif
du monde contemporain. Donc dans le cas de Théodore Kaczynski, je trouve que l'action violente est en réalité a beaucoup desservi en réalité son travail plutôt que d'en faire la promotion, alors que l'idée initiale c'était justement qu'elle permette d'être une sorte d'outil commercial en fait aux idées qu'il défendait. Parce qu'il a eu une vie extraordinaire, il y a eu une chasse à l'homme pendant 20 ans, ils ont été retrouvés par son frère, donc évidemment c'est quasiment une série policière, hein. On pourrait en faire un film. Mais... Complètement, et puis d'un homme assez singulier, puisqu'il est professeur de mathématiques à Berkeley. Il obtient en 1967 le prix de la meilleure thèse en mathématiques des États-Unis. C'est dire la carrière à laquelle il était promis, et il décide du jour au lendemain de tout abandonner pour une cabane dans le Montana, donc c'est le froid aux États-Unis, sans eau, électricité, ni déclaration d'impôts. Et en ça, il est aussi intéressant parce qu'il y a une forme de cohérence jusqu'au bout chez lui, à l'heure où la dissonance cognitive est généralisée, y compris dans des milieux alternatifs comme le nôtre. Et justement, on va revenir là-dessus. Donc, ce Théodore Kaczynski, donc un mode de vie radical, évidemment, mais il critique, lui, la logique de la société industrielle et du progrès. Alors, qu'est-ce qu'il appelle, lui, la société industrielle ? Et aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est qu'on y est toujours dans cette société. Oui, alors... La société industrielle, c'est le monde tel qu'il s'est façonné, notamment au sein de la zone occidentale, depuis 250 ans, en fait, avec l'invention de la machine à vapeur par James Watt. Et ce que nous dit Théodore Kaczynski, c'est que l'état technologique, en fait, gouverne la société davantage que ses conditions politiques. Aujourd'hui, le principe directeur de nos vies, c'est l'innovation technologique, plus que de savoir si on a élu un gouvernement de gauche ou de droite, etc. Ce que nous explique Kaczynski, c'est que la société industrielle a une logique propre, que dans cette logique, l'homme fait office de rouage, et que, comme dans toute machine, Bernanos, la société des machines est elle-même une machine, pour que la machine fonctionne bien, il faut que le rouage soit parfaitement ajusté, il faut qu'il n'y ait pas de jeu, en réalité, dans ce rouage qui est devenu l'homme, et donc la liberté humaine est une variable d'ajustement du système industriel, et le système industriel, s'il souhaite survivre, devra condamner définitivement la liberté humaine, adapter l'homme, et pour ce faire utiliser soit la manipulation psychologique, par le biais de la propagande de masse notamment, ou de l'éducation, des médias, etc. Donc là, on a des sujets très, très actuels. Ou la manipulation biologique de la prescription massive d'antidépresseurs à des travailleurs que l'asservissement quotidien rend malheureux, en passant par les drogues ou même le génie génétique, les manipulations génétiques. Oui, tout à fait. Donc c'est la réification totale de l'homme. Et puis justement aussi, vous parlez de ce donc l'homme n'est qu'un rouage dans la société industrielle. Il y a ce sentiment d'humiliation, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie d'une communauté vivante qui existe grâce à lui et grâce au lien entre les personnes, mais il est donc une pièce dans une mécanique, et donc il se sent à la fois inutile, il ne comprend pas le but de sa vie aussi, c'est-à-dire qu'on est aussi dans la taylorisation, c'est-à-dire on se dit on fait sa tâche pour un projet plus grand dont on ne voit pas la finalité. Oui, en fait, le système industriel doit, donc, dans son intérêt, s'attacher la loyauté exclusive des individus. Et pour ce faire, il brise les communautés spontanées, les communautés naturelles. Cela crée un certain nombre de désordres. Regardez par exemple aujourd'hui l'actualité terrible autour de la menace terroriste en France. La société industrielle a créé les conditions d'une certaine façon du choc des civilisations, et la liberté humaine fait office de variable d'ajustement. C'est-à-dire que comme on a supprimé les frontières, en fait on déplace la frontière à l'intérieur des États-nations et on installe des portiques de sécurité au niveau des entrées des lycées, par exemple. Et donc là on est dans quelque chose qui paraît éloigné de notre sujet, mais qui est en fait la manifestation idéale typique, d'une certaine façon, de la logique de la société, industrielle. Kaczynski articule son ouvrage autour d'un concept assez central que j'ai traduit par le processus de puissance, le power process, dans la version initiale. Attention aux anglicismes sur Radio Courtoisie. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Heureusement que vous avez traduit ce livre. Mais qui est l'idée que l'homme a un besoin inné, naturel, spontané, de se fixer des objectifs, de consentir à un certain degré d'effort pour atteindre ces objectifs,
et d'atteindre ces objectifs. Et en fait, ce que nous dit Kaczynski, c'est que la société industrielle confisque le processus de puissance à l'homme, soit parce que en fait, la plupart des éléments, des paramètres de sa vie dépendent de choses sur lesquelles il n'a pas de contrôle, y compris dans un cadre démocratique, parce que la démocratie de masse, en fait, votre voix, elle compte pour 1/40 millionième du total, soit à l'inverse, parce que les besoins vitaux sont satisfaits sans effort. Vous n'allez pas travailler, l'État vous donne une allocation, et donc vous survivez sans avoir à consentir au moindre effort. Ce que nous dit Kaczynski, c'est que la confiscation de ce processus de puissance va créer un certain nombre de pathologies sociales, des perversions sexuelles, en passant par la délinquance, la criminalité, l'extrémisme politique, etc. Des grandes dépressions. Des dépressions. Et c'est là où ça finit par poser un problème à la société industrielle, parce que le rouage qu'est l'homme, eh bien, il ne tourne plus de façon fluide. Il y a du jeu qui commence à se faire. Et donc, la société industrielle, pour survivre, doit adapter l'homme par la manipulation biologique, génétique, psychologique. Et justement, on va revenir, il a aussi prédit tout le transhumanisme. Je voulais revenir sur l'éducation, c'est assez frappant. Il dit désormais, donc l'éducation s'apparente à une stratégie fine de contrôle du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'élévation du cœur, de l'âme. On est vraiment dans une logique de développement d'un futur consommateur de cette société industrielle pour qu'elle perdure aussi. Oui, et l'adaptation de l'enfant aux besoins, aux exigences du système industriel. Il s'en prend, ça peut paraître paradoxal, il était lui-même mathématicien, mais beaucoup, par exemple, à l'enseignement des sciences, à la formation des ingénieurs, en démontrant qu'en fait, l'école n'est plus là pour transmettre un savoir, ni même une conscience à tout un chacun. Et ça, c'est bien le rôle initial. On passe par l'autre. L'être humain, c'est la différence entre nous et la girafe, d'une certaine façon, doit passer par l'autre pour se réaliser lui-même. C'est bien la vocation de l'école initiale. Mais lui démontre qu'en fait, l'école est aujourd'hui complètement mise au service des intérêts du système industriel, et que c'est un moyen parmi d'autres, avec les médias de masse par exemple, pour contrôler les esprits. Et ne croyons pas que c'est quelque chose de si ancien que cela, parce qu'on pourrait dire, après tout, regardez, du temps du petit Lavis, il y avait aussi la propagande dans les manuels scolaires, le roman national, etc. Lisons Bainville. Bainville nous parle, donc retrace l'histoire de France, et il nous parle de la France de Louis IX, par exemple, Saint-Louis. C'est quand même un grand moment, vous voyez, de l'histoire de France. Et Bainville nous dit que les contemporains de Louis IX auraient été tout à fait étonnés d'observer les Français du XXe siècle qui, dit-il, se croyant libres, étaient obligés par un État à faire la guerre par millions pendant 5 ans. Et donc, en fait, la notion de liberté humaine, et pourtant, on regarde aujourd'hui avec contemption le Moyen-Âge, en considérant que c'était tous des arriérés, à la merci du bon vouloir du Seigneur, etc. Et bien au contraire, la liberté humaine... On nous explique que c'est limite des petites dictatures locales d'un seigneur. Exactement. Voilà. La propagande était infiniment moins importante à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc la propagande de masse, souveraineté. Voilà, c'est bien en réalité un phénomène moderne, enfin propre à la société industrielle. Donc ça, c'est du côté de l'éducation. Et puis vous parliez des pathologies de la société industrielle. Donc retour des extrêmes, retour des extrêmes religieux aussi. On pense aussi évidemment en tout cas, ça m'a fait penser à ce livre de Michel Houellebecq, La possibilité du Nil. Je ne sais pas si vous l'avez lu, notamment sur le transhumanisme, où voilà, il y a ce retour par rapport aux transhumanistes, aux extrémistes religieux, au retour à l'islam, mais l'islam qui finalement aussi est séduite par ce transhumanisme, par cette société industrielle. Et c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a un moment, donc il y a des pathologies, mais finalement, si elles sont aspirées par cette société industrielle, elle peut continuer à vivre. Oui, complètement. Regardez par exemple l'essor absolument extraordinaire du marché de la drogue en France. Il y a et notamment depuis la période du Covid. Les saisies de cocaïne ont été multipliées par 2 entre 2020 et 2021. On peut, sans être un grand stratège, imaginer que si les saisies ont été multipliées par 2, ce n'est pas spécialement parce que les efforts de l'État ont été multipliés par 2, mais plutôt parce que la demande
a été multiplié par 2 et que la production a été multipliée par 2. Et c'est d'ailleurs ce que les chiffres tendent à montrer en Amérique du Sud. Il y a 2 façons de voir le sujet. Soit on le prend d'un point de vue simplement de la criminalité et du grand banditisme et de l'insécurité, et c'est effectivement une part de ce sujet. Soit on raisonne, selon Kaczynski, en fonction de l'intérêt de la société industrielle, en se disant, regardez, on a brisé les âmes pendant le Covid pour des raisons qui ont déjà été discutées 1000 fois, et donc je ne reviens pas dessus, et en réalité, pour remettre l'être humain dans le coup, pour lui permettre de continuer à servir à quelque chose dans ce monde industriel-là, eh ben on va utiliser des neurostimulants. Et puis à l'inverse, sur d'autres types de drogues, là, ça va être le moyen d'apaiser d'une certaine façon, de domestiquer l'individu parce que ça calme un peu la tension, etc. Et donc, vous voyez bien que là, on est sur un effet typique de la société industrielle. Je voudrais juste revenir à votre question initiale. Il y a aussi une pathologie, selon Kaczynski, qui est favorisée par la confiscation du processus de puissance du fait de la société industrielle, c'est le progressisme. Et il dédie de très très nombreux paragraphes à la dénonciation du progressisme qu'il envisage sous l'angle de la pathologie mentale, parce que pour lui, en fait, c'est simplement le produit du sentiment d'humiliation et d'infériorité créé par la société industrielle, sentiment qui est surmonté par l'identification à des groupes ayant une image de faiblesse, par exemple les minorités ethniques ou sexuelles, mais aussi par l'hyperconformité aux attentes du système industriel. Il y a quelque chose de l'ordre un peu du syndrome de Stockholm là-dedans. Oui, voilà. Complètement. Alors, je rappelle le titre de votre livre, enfin de ce livre, Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir aux éditions Verbeux, Rémy Tel. Alors, vous avez parlé de toutes ces pathologies de cette société industrielle, et puis il y a le transhumanisme, parce que donc, Théodore Kaczynski, il écrit en 95, il parle de manipulation génétique déjà. Donc déjà, il y a ce côté de techniciens de cette société industrielle qui vont répondre à des pathologies de l'homme, cette volonté d'être augmenté par la manipulation génétique. Il a déjà ça en tête, il voit qu'il y a une logique dans le progrès vers une manipulation génétique de l'homme. Oui, parce que ce que nous dit Kaczynski, c'est que les sociétés humaines ont toujours tenté de pousser leur avantage au détriment de l'homme. Simplement, elles rencontraient des limites. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, par exemple, le changement permanent, la conflictualité excessive, l'insécurité économique, l'insécurité culturelle, rencontraient une limite qui était celle de la nature humaine. C'est-à-dire qu'on pouvait pousser l'homme jusqu'à un certain point, mais pas plus loin. Or, les sciences, la technique, permettent aujourd'hui de pousser l'homme plus loin parce qu'on peut le transformer et l'adapter par la manipulation psychologique, biologique et par la manipulation génétique. Et Kaczynski nous dit, au fond, pour survivre, la société industrielle n'aura pas d'autre choix que d'adapter l'homme, par exemple, en le rendant plus capable de supporter le stress d'une certaine façon. Et puis, elle l'adaptera aussi pour son bien-être, en tout cas, et c'est là où il voit il démontre qu'il y a une sorte de logique tragique. Il n'y a pas de complotisme chez Théodore Kaczynski. Il n'explique pas qu'il y a une sorte de grand projet. Non, au contraire, il démontre qu'il y a un effet d'entraînement et une logique propre à la société industrielle qui aboutira nécessairement là-dessus. Par exemple, il évoque le cas de la lutte contre le diabète. Le progrès médical permet à des diabétiques de vivre comme vous et moi. Ce qui, de fait, a un impact sur le génome, puisque les gènes morbides, au sens scientifique du terme, du diabète, se répandent davantage au sein de la population. Et donc, pour éviter la dégénérescence, à un moment, il faudra bien traiter avec une thérapie génique ce problème du diabète, faute de quoi la population humaine, vous savez, c'est le principe d'entropie, ira de plus en plus vers une dégradation génétique. C'est un exemple parmi d'autres. Il démontre bien que donc, la société industrielle crée des pathologies psychiques, la criminalité par exemple, et que si un jour on trouve le moyen de modifier génétiquement l'être humain pour prévenir les prédispositions au crime,
personne ne pourra raisonnablement y résister parce que ce ne sera pas évidemment dans l'intérêt de la société industrielle que de maintenir de hauts niveaux de criminalité, mais ce ne sera pas non plus dans l'intérêt des individus eux-mêmes s'ils veulent rester employables, par exemple, par la société industrielle. Et donc, il y a quelque chose, d'une certaine façon, d'inévitable dans cette logique-là. La destruction véritablement de la liberté humaine, c'est-à-dire même quand on est spirituel, cette liberté de choisir le bien et le mal, d'être traversé par le bien et le mal, et de choisir le bien et le mal. Là, on vous explique qu'il y a une technique neutre qui va choisir pour vous finalement, donc vous n'allez plus choisir. Oui, et puis avec une équation qui est tout sauf simple à résoudre, puisque d'un côté vous avez la liberté et la dignité, qui ont l'air très bien sur le papier comme ça, mais de l'autre vous avez la santé et la sécurité. Donc c'est pas si simple de choisir. Si demain on vous propose une thérapie qui modifie le génome humain, mais qui permette à tout un chacun d'éviter des formes de cancer, qui sera suffisamment solide même de sur ces principes. Surveiller votre santé pour prévenir des cancers. Mais évidemment, après, le problème, pour y résister. Et d'une manière plus générale, même cette société industrielle, donc elle est gouvernée par des techniciens. Donc ce sont les techniciens qui gèrent cette grande machine où les individus sont dans le rouage de cette machine. Et on pense évidemment à cette Union européenne qui, elle aussi, est gérée par des techniciens et qui voit finalement les peuples comme des gens qui sont interchangeables et qui ne voient plus cette communauté vivante. On va en reparler. Ils recréent des communautés vivantes qui sont gérées donc par des chefs qui ont un véritable lien, une sorte de transcendance, notamment avec ce peuple. Oui, alors, mais en fait, là, la communauté européenne, j'ai fait un lapsus, l'Union européenne, je suis resté au traité de Rome, moi, vous savez. L'Union européenne est la manifestation typique d'une création de la société industrielle pour favoriser le marché, les intérêts du marché, au détriment des cultures, et qu'on soit pour la civilisation européenne ou qu'on trouve qu'il s'agit d'une idée naïve, on se mettra tous d'accord sur l'idée de dire que les cultures européennes ont été détruites, ou en tout cas déstabilisées, par l'Union européenne. On est là dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est-à-dire s'attacher la loyauté exclusive de l'individu, pour cela détruire les communautés spontanées, et donc, de fait, créer les conditions d'un chaos auquel on répondra par l'ajustement de la liberté humaine. C'est là exactement l'actualité de l'Union européenne. Et ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Rémi Tel, dans ce livre, La société industrielle et son avenir, on a décrit donc ce qu'était cette société industrielle, les pathologies de cette société industrielle, mais il y a aussi quand même, on peut faire des critiques sur ce que dit Théodore Kaczynski, notamment son lien avec lui qui est parti, on le dit, dans le Montana, sans eau, sans ballon d'eau, sans électricité, alors qu'il fait très froid. Lui, il explique, au lieu de prôner l'impuissance et la passivité, il importe d'affirmer que le pouvoir du système industriel doit être brisé et, ce faisant, le pouvoir et la liberté des individus et des petits groupes augmenteront considérablement. Donc lui, il est pour le retour aux petits groupes, mais pourtant, il a vécu tout seul dans une petite maison, une petite cabane dans le Montana. Donc il y a une contradiction là-dessus, c'est-à-dire que est-ce que donc Théodore Kaczynski aurait dû finalement lui-même recréer un groupe où les gens sont interdépendants entre eux ? Alors, il avait tenté de le faire avec son Freedom Club, Club de la Liberté. On est sur Radio Courtoisie, je traduis, même si chacun aura compris. Freedom Club, d'ailleurs, au nom duquel il signait la plupart de ses actes terroristes. Dans le Freedom Club, après, on a découvert qu'en fait, il était un petit peu tout seul. Il avait lancé un manifeste en 1971, justement pour appeler à la réunion des révolutionnaires et de ceux qui se rejoignaient sur le même constat que lui. De toute évidence, le manifeste a trouvé un écho très faible et donc à la fin, il restait un peu en solitaire. On peut imaginer aussi, vu le profil du type, qu'il n'était pas marrant tous les jours de côtoyer Théodore Kaczynski. C'était un immense philosophe, mais vous savez, parfois, comme les grands philosophes, ils sont un peu difficilement vivables au quotidien. Donc peut-être que la solitude dans le Montana lui allait très bien. Mais par contre, ce qui démontre, c'est que on n'est pas du tout sur un...
il pourrait y avoir une mauvaise interprétation de l'œuvre de Kaczynski en disant, au fond, cet homme-là veut la diminution de l'homme, une sorte de décroissance pour Gaïa, etc., ce qu'on peut entendre. Ce serait se tromper que de le prendre pour le Greta Thunberg, prophète des années 90, parce que c'est tout le contraire, en fait. Il explique que l'homme a besoin de pouvoir et que la société industrielle le prive de pouvoir. Et que c'est parce que l'homme est privé de pouvoir qu'il ne maîtrise plus aucun paramètre de sa vie qu'il explose, en fait, il implose même plutôt, psychiquement, culturellement, et qu'il il souffre autant en fait de cette société qui paradoxalement, il le concède, hein, il est très honnête, hein, qui a allongé son espérance de vie, lui permet d'accéder au confort, mais qui au fond organise en réalité son insécurité, son malaise existentiel. Et justement, donc il faut recréer des groupes, il faut recréer des communautés. Et puis lui, il y a aussi cette critique de la technique, de la technologie, mais il est bien obligé de l'utiliser, notamment pour exprimer ses idées. Donc lui, il explique que la technique est utile seulement pour dénoncer la technique. Alors, on en parlait juste avant l'émission, c'est-à-dire que par exemple, on peut être sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok même, je ne sais pas si pour des auditeurs, ce sont des vidéos virales, des toutes petites vidéos qui peuvent être complètement hypnotiques, notamment pour les plus jeunes. Est-ce que si on explique qu'il faut sortir des réseaux sociaux, sortir de ces nouvelles technologies sur ces nouvelles technologies, est-ce que ça en fait un moyen ou une technique qui est rentable finalement pour nos idées? Est-ce que la technique est neutre ou pas? Assurément non. Effectivement, Kaczynski concède à la fin de l'ouvrage que, au moins à des fins de militantisme, il est indispensable d'utiliser la technique parce qu'autrement les révolutionnaires n'auraient aucune chance. Je sais que le temps presse, donc je vais rapidement, mais en gros, une vision un peu tout ou rien. Il nous explique que le monde technicien est intriqué, où toutes les parties sont interdépendantes, et que si on veut un petit peu de technique, en fait, on est obligé d'accepter toute la technique. Si on souhaite uniquement conserver le progrès médical, eh bien à ce moment-là, il faut conserver le progrès dans les sciences fondamentales, dans l'imagerie, dans la numérisation, qui par ailleurs porte atteinte à la liberté et à la dignité humaine. Donc il est dans ce tout ou rien, et il est vrai que dans l'introduction, alors sans prétendre lui répondre d'égal à égal, mais j'essaie d'esquisser des voies peut-être plus intermédiaires, que lui-même d'ailleurs a en partie tracé, par exemple entre les technologies centralisées et les technologies décentralisées. Je pense que si on s'attachait à ne conserver que des technologies décentralisées, c'est-à-dire qui cessent de communiquer avec le système une fois qu'on les détient, parce qu'il y a un dialogue silencieux entre les technologies qu'on possède et ceux auxquels on les a achetées. Si on faisait taire ce dialogue, on retrouverait déjà la maîtrise sur une partie de notre vie. Je pense qu'il sera très intéressant d'observer aussi la rencontre entre la société industrielle, qui aujourd'hui se confond parfaitement avec le monde occidental, mais partiellement avec le reste du monde. Il sera très intéressant d'observer la rencontre entre la société industrielle et des sociétés qui ont conservé une culture et une identité très forte, de voir quelles sont les limites finalement qu'on va pouvoir identifier. Aujourd'hui, et c'est la première fois dans l'histoire moderne, donc depuis 250 ans, ce sont les classes supérieures qui vont être impactées négativement par les dernières innovations technologiques. Un rapport de Goldman Sachs de mars 2023 démontrait que c'était les CSP+, qui allaient payer le prix, et donc ça ouvre la voie à un certain nombre de confrontations sociales. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre de retrouver le contrôle sans pour autant s'engager dans la révolution à laquelle appelle Kaczynski, même si sa démonstration est tristement convaincante. Mais aujourd'hui, on n'y est pas, et dans un premier temps, je pense qu'il y a des voies moyennes vers notre salut collectif. Alors, Rémitel, la conversation est évidemment passionnante. Je voulais juste vous parler de ça avant de vous quitter. Il n'avait pas vu qu'il y avait des retours en arrière en matière technique qui étaient possibles, notamment, je parle de la Suède, qui est revenue notamment sur tous ces discours donc sur les dysphories de genre, le métaverse, aussi l'avortement aux États-Unis. Ça, il ne l'avait pas vu. Et donc, il y a aussi une prise de conscience, 30 ans plus tard, qu'il y a une limite
à cette société industrielle. Oui, alors effectivement, Kaczynski nous explique que la technique est univoque, qu'elle ne fonctionne que dans un sens, qui est vers celui de la technologisation accrue. On observe ces dernières années qu'il y a une sorte de démenti à la loi de Gabor. Vous savez, la loi de Gabor, c'est celle selon laquelle tout ce qui est techniquement faisable sera réalisé. Il y a des choses, et vous savez que la technique avance à la fois par petits pas, mais aussi par effet de cliquet, c'est-à-dire qu'une fois que, vous voyez, une fois qu'on a permis la première GPA, après on peut pas dire aux enfants qui ont des parents, et je mets des guillemets, et tant pis pour ceux à qui ça plaira pas, on peut pas leur dire, du coup vous n'êtes plus les parents, donc on peut pas revenir en arrière. Mais on observe quand même quelques premiers retours en arrière, et effectivement le cas des dysphories de genre, du traitement des dysphories de genre dans les pays du Nord est à ce titre éloquent, puisque c'était promu et même remboursé par exemple dans des pays comme la Suède ou la Norvège, et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il y a eu un renversement de jurisprudence de la Cour suprême américaine sur la question de l'avortement, et ça démontre bien que la mobilisation politique permet de revenir sur ce qu'on croyait immuable et indéboulonnable. Je terminerai juste par là, Corentin. Je lisais complètement par hasard une lettre de Bernadette Soubirous adressée au pape Léon XIII, et elle y confie, alors il faudrait vérifier quand même l'authenticité de la lettre puisqu'elle n'a pas été rendue publique, mais en tout cas il y en a des comptes rendus qui en sont faits, donc les prophéties adressées par la Sainte Vierge au pape Léon XIII, la dernière d'entre elles évoque une frappe très meurtrière sur une ville de la Perse. C'est quand même très étonnant. Donc là, on parle de quelque chose qui a été fait à la fin du 19e siècle, et surtout de la fin de l'ère des sciences, parce que l'homme sera rebuté par la volonté de la science de mélanger l'être humain avec l'animal, et là on est en plein dans le transhumanisme. Exactement, encore des prophéties. Écoutez, merci beaucoup Rémi Tel pour cette traduction de ce livre, Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir. Théodore Kaczynski qui n'était pas un saint, mais qui est traduit donc par Rémi Tel, que vous connaissez, voilà, si vous voulez vous rassurer. Voilà, une très belle traduction, un livre indispensable pour comprendre notre société industrielle où nous sommes encore aujourd'hui. Merci à vous et à très vite, j'espère.